Confinement, coronavirus, Astérix et Obélix. Bienvenue dans cette édition confinée du Flush News du 27 mars 2020. Décryptage de la com de crise du gouvernement. Comme vous le savez, nous sommes en guerre. Et qui dit guerre dit situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, mais aussi communication exceptionnelle. Le rôle du gouvernement n'a jamais été aussi important tant dans les décisions qu'il prend, mais aussi dans son rôle pour rassurer et informer la population. Malgré les efforts des politiques, tout n'est pas très clair. Par exemple, est-ce qu'il faut rester chez soi ou est-ce qu'il faut continuer à travailler? La communication du gouvernement laisse à désirer, notamment sur trois aspects. Parlons d'abord des contradictions du gouvernement, et elles sont nombreuses. Si elles peuvent faire sourire, dans certains cas, la vie des citoyens est en danger. Et dans la catégorie des contradictions, c'est la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye qui domine. Pas de risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection. On ne va pas fermer toutes les écoles de France. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. En deuxième point, regardons de plus près les discours d'Emmanuel Macron. Depuis son allocution du 16 mars, le président use et abuse du champ lexical de la guerre et de la résistance. Écoutez plutôt. Nous sommes en guerre. Et l'ennemi est là. Mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Le combat contre l'épidémie. Nous sommes en guerre. Cette union nationale. Nous sommes en guerre. La nation soutiendra ses enfants. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous gagnerons. Nous avons fait bloc, tenir et de vaincre. L'unité et le courage nous permettront de vaincre, mais nous tiendrons. Nous tiendrons parce que nous ne céderons rien. Bref, Emmanuel Macron prend très à cœur son rôle de chef de l'État et chef des armées. Mais qu'en est-il dans les faits? Si nous sommes en guerre, pourquoi ne pas avoir mobilisé l'armée française dès le 16 mars? Pourquoi attendre le 25 mars pour lancer l'opération Résilience et mobiliser les porte-hélicoptères? Certains parlent d'une stratégie pour cacher le retard du gouvernement dans ses prises de décision. Dernier point, les Français n'ont pas confiance en leur politique en ce qui concerne leur santé. Pourquoi? Tout simplement à cause des crises sanitaires passées. Rappelez-vous l'incendie de Lubrizol à Rouen où le gouvernement nous disait qu'il n'y avait aucun risque en ce qui concerne la suie dans les airs. Ou encore l'épidémie de la grippe aviaire ou encore la crise de la vache folle. Autant d'événements qui ont été en partie mal gérés et qui laissent forcément des traces. Mais que faire face à ce problème? Le gouvernement a créé un binôme entre Olivier Véran, le ministre de la Santé, et Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Et ils ponctuent chacune de leurs décisions par selon le comité scientifique. Mais qui se trouve dans ce comité scientifique? Sa composition reste assez floue, à part Jean-François Delfrécy qui a accepté de donner son nom, et le professeur Didier Raoult qui a quitté le comité scientifique car il ne correspond pas à ce que je pense devoir être un conseil stratégique. On comprend que certains peuvent être déstabilisés, douter, voire même remettre en cause l'autorité du pouvoir politique. Enfin, on peut reprocher beaucoup de choses au gouvernement français, mais gérer une telle crise n'est pas facile et personne n'a de recette magique. Chaque pays encaisse la situation avec plus ou moins de succès. La politique réinvente sa communication. En tout cas, cette pandémie est l'occasion pour les politiques, et pour tout le monde d'ailleurs, de revoir certains process, notamment en ce qui concerne leur communication. C'est le cas aux États-Unis de Joe Biden et Bernie Sanders, qui continuent malgré tout les primaires démocrates. À défaut de grands meetings, ils tentent de se rapprocher des électeurs autrement en s'incrustant directement chez eux via internet. Joe Biden a été le premier à s'essayer avec un télémeeting sur la plateforme Zoom. Audacieux même si la bonne idée a vite fait un flop, 3 heures de retard, des incrustations ratées et le son qui ne marche pas, obligeant le candidat à finir avec son iPhone. Des soucis techniques qui peuvent arriver même aux meilleurs. N'est-ce pas Webedia? Sur le papier, l'utilisation de cette application permettant de réaliser des vidéoconférences jusqu'à 1000 personnes est une bonne idée, puisqu'elle permet aux internautes de réagir directement aux propos du politique. À réessayer, non? En parlant d'interaction, l'équipe de Joe Biden a même réussi à recréer des bains de foule en proposant une file d'attente virtuelle pour que les supporters puissent passer un moment en tête-à-tête, ou plutôt webcam à webcam, avec leur candidat préféré. Si ce n'est pas évident pour les hommes politiques, ce confinement pourrait avoir du bon. Expérimenter des nouvelles formes de communication en utilisant comme laboratoire le numérique. Reste à savoir si ces nouvelles pratiques seront adoptées dans le temps ou vite oubliées à la fin de cette crise. Uderzo, un dessinateur engagé. Sinon, en dehors du coronavirus, il y a aussi la vie normale et les morts normales, comme celle du regretté Albert Uderzo, le deuxième papa d'Astérix, mardi dernier à l'âge de 92 ans. Uderzo, c'était un dessinateur engagé et ses BD n'étaient pas seulement là pour divertir, elles faisaient passer des messages. Il s'est d'abord beaucoup amusé à utiliser ses personnages pour caricaturer des personnalités. Par exemple, Jacques Chirac, c'était Saugrenus, le conseiller de Jules César dans Obélix et compagnie. Saugrenus est un jeune diplômé qui va proposer à César d'affaiblir
les Gaulois en les enrichissant, en achetant leurs menhirs et en faisant grimper les prix. Chirac, à l'époque, venait d'être maire de Paris, et nous on pense qu'Uderzo a voulu mettre en avant cette image de capitaliste, de golden boy qui voulait mettre en place des plans de relance à tout va. Ou encore Arnold Schwarzenegger, le super clone dont le ciel lui tombe sur la tête. Et là encore, c'est assez facile de faire le rapprochement avec l'acteur de l'époque. On est en plein Terminator et en pleine explosion de ces super-héros américains qui sauvent la population de toutes les catastrophes. Beaucoup de biscottos et pas grand chose dans la tête. C'est franchement l'image qu'on avait de Schwarzy avant qu'il ne devienne gouverneur de Californie. Uderzo profitait aussi de ses BD pour dénoncer les horreurs de l'histoire, comme le nazisme en Allemagne dans Astérix chez les Goths. On y retrouve plein d'analogies comme la séparation des Goths entre Wisigoths et Ostrogoths, soit les Goths de l'Ouest et les Goths de l'Est, en rappel de la division de l'Allemagne. Ils ont un côté très discipline et autoritaire, ou encore ces casques qu'ils portent et qui imitent ceux de l'armée allemande. Et cette phrase fétiche, un village d'irréductibles gaulois, résiste encore et toujours à l'envahisseur, une phrase intemporelle qui peut être appliquée aujourd'hui, à l'heure où l'envahisseur circule partout sans qu'on ne le voit. Les oubliés de la com. Pour finir, un peu d'autopromo ne fait pas de mal. À partir de lundi, Hush lance une web-série spéciale confinée, Les oubliés de la com, pour donner la parole à ceux qu'on n'entend pas, ou très peu dans cette période de chacun pour soi. Livreurs, vétérinaires, petits commerçants, SDF ou femmes victimes de violences, rendez-vous dès lundi pour un premier épisode sur notre site hushnews.com ou sur nos réseaux sociaux. En attendant, restez chez vous, mais surtout, prenez soin de vous. Ciao.